CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. Exactement 17h38. Nous avons avec nous en ligne depuis Port-au-Prince le professeur, historien, écrivain et journaliste Michel Soukar. Bon après-midi, Monsieur Soukar. Eh bien, bon après-midi à vous et à tous vos auditeurs également. Comment ça va à Port-au-Prince, professeur? Bon, vous savez, Port-au-Prince, c'est une ville éclatée. C'est une ville populacière. C'est un espace urbain ruralisé, pratiquement. Quand on parle de Port-au-Prince maintenant, il faut savoir qu'il y a un véritable bassin de population de près de 3-4 millions de personnes éparpillées entre Carrefour, Delma, le cœur de Port-au-Prince lui-même, Pétionville. Tout ça, maintenant, ça se tient la main. La route de Frères, la zone du Parfum. C'est assez vaste comme ça. Ça veut dire que je peux maintenant vous parler de là où je suis. Tout est très calme, et alors que du côté de Carrefour, le Carrefour Feuille, il y a des affrontements entre gangs et la police. Mais moi, je ne sais absolument rien, à moins que je reçoive une information par WhatsApp ou bien quelqu'un m'appelle. Donc ça dépend de la zone où on se trouve. De même dans les provinces, il y a des endroits qui sont très calmes. Quand vous leur parlez de gangs, de violence, de kidnapping, etc., c'est comme si vous leur parliez d'une actualité d'un pays étranger. OK. Ça dépend de la zone, voyez-vous. Mais il reste que lorsqu'on est haïtien en Haïti, avec ce qui se passe, ça ne prend pas une semaine avant que la nouvelle arrive. Plus ou moins à courte échéance, on va se retrouver avec un membre de la famille qui est kidnappé, avec un membre qui est violé, etc. Pas seulement pour les Haïtiens en Haïti, mais Haïtiens à l'étranger aussi. Oui. Je connais des familles vivant dans les diasporas qui sont complètement ruinées parce qu'elles ont dû faire face à des rançons à verser à des kidnappeurs. Donc, dès que quelqu'un est haïtien, quel que soit l'endroit où vous vivez, dès que votre téléphone sonne, vous voyez un numéro que vous ne connaissez pas, mais à ce moment-là, vous avez tout de suite un choc. Vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Professeur, le problème est véritable, est réel, est tangible et on sait que aujourd'hui, avec certitude, qu'il est un problème peut-être pas tout à fait haïtien ou haïtiano-haïtien, mais c'est un problème qui doit être résolu par les Haïtiens. Alors, si on commence par essayer de trouver les moyens, comment on va résoudre ce problème d'insécurité qui bouleverse le pays? Le problème n'est pas seulement haïtien, parce qu'Haïti ne fabrique pas d'armes. Absolument. Les armes viennent des États-Unis. Donc le problème est alimenté et créé par les États-Unis d'abord. Donc quand on nous dit que c'est un problème qui doit être résolu par les Haïtiens, je regrette. Les Américains sont coupables de ce qui se passe en Haïti. Les armes, les munitions et même des criminels nous viennent en Haïti comme déportés. Mais certains d'entre eux sont expédiés en Haïti alors qu'ils n'ont aucun contact. Ils n'ont jamais aucun contact avec Haïti. Ce sont même des citoyens américains. Donc, ce qui veut dire que ce qui se passe là, c'est une invasion qui s'échelonne sur plus de 30 ans et qui vient précisément des États-Unis, alors que c'est un pays qui officiellement a mis un embargo sur les armes, mais pour les institutions officielles. Alors que les Américains, des citoyens américains, au vu et au su de leurs officiels, vendent des armes en Haïti par tonnes.
ainsi que des munitions. Donc le premier coupable, d'abord, c'est le gouvernement américain. Alors, Donc quand on me dit que ce sont les Haïtiens qui doivent résoudre le problème, c'est une hypocrisie. Il faut dire aux Américains qu'ils sont les premiers criminels de ce qui se passe. Oui, et on est d'accord, professeur. Maintenant, deuxièmement, au niveau d'Haïti, qu'est-ce qui peut être fait? Vous avez des institutions, vous avez une police qui s'appelle une police nationale, mais qui n'est même pas une police nationale, parce qu'elle est contrôlée de A à Z par les États-Unis et par les gangs. Son armement, son équipement, ceux qui le dirigent, sont fournis et désignés par l'ambassade américaine. Ça, c'est un secret pour personne. Maintenant, ceux qui sont à la tête du gouvernement haïtien, qui ont la responsabilité de la sécurité de ce pays, sont eux aussi installés, entretenus, soutenus, maternés par l'ambassade américaine. Donc, c'est une hypocrisie monstrueuse quand ces gens-là vous disent c'est un problème haïtien, il doit être résolu par des Haïtiens. D'autant plus que, à chaque fois que des Haïtiens veulent faire quelque chose de valable dans l'intérêt de leur pays et que cela heurte les intérêts des États-Unis, immédiatement, vous êtes contrarié. Alors, vous êtes piégé. Oui, mais dites-moi, c'est un constat, encore une fois. Peut-être que les États-Unis ont leur raison. D'abord, est-ce qu'on peut essayer de comprendre quelle en serait la raison profonde des étrangers d'avoir tellement de répugnance par rapport peut-être aux Haïtiens, mais je sais qu'ils aiment par ailleurs Haïti. Ah bon? Moi, en tout cas, qui vis en Haïti, je n'ai jamais constaté d'amour. Non, mais comprenez que peut-être que c'est le territoire qu'ils veulent hériter. Écoutez, ce sont des questions qui doivent leur être posées. Nous ne pouvons pas répondre à leur place, puisque nous ne sommes pas à leur place. Nous ne définissons pas, nous n'appliquons pas de politique américaine. Nous autres, nous sommes haïtiens, et dans la mesure du possible, nous essayons de défendre les intérêts d'Haïti. Maintenant, c'est à eux de demander est-ce que leur intérêt consiste à installer le chaos en Haïti, tout comme ils l'ont installé dans plusieurs pays. La Libye, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie et d'autres. Donc, je pense que c'est à eux de répondre à cette question. Mais professeur, lorsque vous avez, supposons, je parle souvent en termes avec cette expression, supposons le problème résolu, alors que le problème n'est vraiment pas résolu, qu'on sache la résolution, que ce problème-là ne se pose plus, à savoir que ces pays qui se disent des pays amis d'Haïti, c'est les pires ennemis d'Haïti en réalité. Donc, s'ils installent le chaos dans le pays, on ne peut pas leur demander de faire quelque chose pour en finir avec ce chaos-là. Donc, il revient Moi, je ne leur demande rien, parce que je sais très bien que ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des ennemis non plus, parce que nous sommes en politique au plus haut niveau, et à ce niveau-là, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Mais si vous le savez, et que c'est voulu, l'installation du chaos, la mise du chaos en Haïti qui n'existait pas, bon, ça a toujours existé, mais pas à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, on ne peut certainement pas s'attendre à ce que les Haïtiens, les étrangers lèvent le petit doigt pour sortir Haïti du pétrin. Et donc, il incombe aux Haïtiens de faire le travail. Est-ce que la solution, c'est bien le bois calé? Bon, la première chose, c'est que personnellement, je n'ai jamais rien demandé aux Américains, ni aux Canadiens, ni aux Européens de venir résoudre les problèmes d'Haïti. Personnellement, je n'ai jamais demandé. Mon travail a toujours consisté à conscientiser mes compatriotes qu'ils vivent en Haïti ou à l'extérieur sur la nécessité de prendre leur destin en main et de se battre pour construire un avenir de souveraineté récupérée et de dignité nationale. En un mot, de réconcilier ce pays avec son passé. Parce qu'Haïti, c'est une cause de dignité et une cause de liberté. Nous sommes fourvoyés, c'est évident. Les pays étrangers dont nous parlons en ont profité. Dès le début, ils nous ont mis les bâtons dans les roues en défendant leurs intérêts.
Parce que de par sa fondation même, par sa manière de venir au monde, Haïti a remis en question les bases mêmes de l'économie mondiale, en mettant en question l'esclavage, le colonialisme et le racisme. Cela dit, à ces gens, je ne demande absolument rien, mais je demande tout à mes compatriotes qui veulent que notre pays se réconcilie avec ses glorieuses origines, de manière à ce que nous puissions récupérer, comme je viens de le dire, même une parcelle de notre souveraineté et surtout notre dignité. Et pour cela, tout un combat est là. Et je suis en plein cœur de ce combat. Et j'y participe. Je connais mes ennemis, je connais mes alliés et je connais mes amis. Mais cependant, jamais je ne les Européens faire comprendre aux Haïtiens qu'ils sont des amis ou bien que nous sommes les seuls responsables et les seuls coupables. Non. En même temps que je suis là pour pouvoir éveiller et organiser les Haïtiens, je suis là pour dénoncer les hypocrisies de cette communauté internationale qui ne se résume qu'aux intérêts des grandes puissances occidentales. Alors, professeur, il y a une partie de la question, est-ce que le Bois-Calais est le début d'une solution pour Haïti? Le Bois-Calais est une légitime trahie. Comment vous dites? J'ai dit que le Bois-Calais est une manifestation de défense du peuple haïtien qui est abandonné, qui est trahi par des gens qui se présentent comme des dirigeants, mais qui ne sont en fait que des traîtres. Et des gens qui ne servent que les intérêts des puissances étrangères. Je sais que c'est une manifestation, à la limite même barbare et sauvage, de ce moyen de défense légitime. Mais vous savez, dans la vie, on ne donne que ce qu'on a reçu. On a traité ce peuple en sauvage. On a traité ce peuple en barbare. On ne l'a pas éduqué. On ne l'a pas aimé. On le kidnappe, on le tue, on le torture, on le chasse de son pays. Comment voulez-vous qu'il réagisse? Qu'a-t-il reçu? Il ne peut que remettre que ce qu'il a toujours reçu, la violence. Donc à ce moment-là, il se défend avec les armes qu'il possède. Absolument. Il se défend tout ce qui est de toutes les manières. Et ça, je suis obligé de le comprendre. Et j'emploie le verbe comprendre dans son sens le plus profond, qui est son sens latin, qui veut dire cum, qui veut dire prendre avec, je l'assume. Je l'assume. Voilà. Alors, professeur, vous avez, là, je parle à l'historien en vous, vous avez dit qu'il faut un moment, oui, conscientiser les Haïtiens à se réconcilier avec leur passé, mais quand je regarde l'histoire d'Haïti, grosso modo, c'est toute une histoire de violence, une indépendance qu'on a dû prendre dans la violence, justement à cause de la violence du colon. Quand on prend d'autres mouvements, comme le mouvement des cacos, un mouvement de violence, quand on prend des choucages en 86 et après, c'est la violence. Et là, Bois-Calais, c'est violence. Toute l'histoire d'Haïti est jalonnée de violence, professeur. Oui, c'est ce que nous avons toujours reçu. Depuis le jour où Christophe Colomb a planté sa fameuse croix. C'est une violence qui a été bénie par les puissances occidentales, par l'Église, par le Vatican. Ils sont venus, ils se sont accaparés de cette terre, ils ont exterminé les Taïnos, ils ont fait la traite négrière, ils ont installé l'esclavage, toujours avec la violence la plus inouïe. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre comme réaction? La violence engendre la violence. Mais maintenant, dans l'histoire, la violence, parfois, elle est bienfaisante. Et la violence nous permet d'avancer. Parce que la violence nous permet d'accoucher aussi un ordre nouveau. N'était-ce la violence, Haïti ne serait pas né. Nos ancêtres ont su répondre à la violence colonialiste, esclavagiste et raciste par une violence révolutionnaire. C'est de cette violence révolutionnaire qu'Haïti est né. La violence en elle-même n'est pas forcément ni bonne ni mauvaise, dépendamment de la manière de l'orienter, de la manière de ce qu'elle va accoucher. La violence a un rôle immense dans l'histoire. Maintenant,
si vous la pratiquez de manière aveugle, elle va vous donner l'anarchie. Au lieu de changer les choses, elle ne va créer que du désordre, que du chaos, et vous installer dans une régression permanente. Mhm. Mais si elle est canalisée, si elle est organisée, si elle est orientée, elle peut vous permettre de progresser. Alors, Quels juste... que soient les grands changements que vous avez eu sur Terre, Oui. que ce soit la révolution anglaise, américaine, chinoise, cubaine, française, haïtienne, mexicaine, etc., tous ces pays ont connu des progrès par le moyen de la violence, mais ça a été toujours une violence orientée de façon à permettre à ce que ces sociétés fassent un saut qualitatif. Alors, le problème en Haïti, et si on regarde comme des mouvements contemporains, le déchoucage n'a jamais été réorienté dans le bon sens et Haïti a continué. Parce que dans le cas haïtien, que ce soit en 86 et même maintenant, il y a une avant-garde qui devrait exister et qui n'existe pas encore et qui doit jouer le rôle de guide. Dès qu'un peuple n'a pas de guide, ce peuple est perdu. Ce peuple dérive, ce peuple se fourvoie, et au lieu de changer son sort pour le meilleur, eh bien, il s'enlise vers le pire. Donc c'est la grande tâche historique à accomplir, c'est de construire cette avant-garde par la conscientisation, par l'organisation, émettre des idées nouvelles, guider les gens à partir de ces idées, de manière à ce que, comme je l'ai dit au tout début, à récupérer même partiellement notre souveraineté et surtout notre dignité. C'est une tâche historique, c'est une tâche énorme. Elle peut prendre plusieurs années, mais elle est enfin avoir un pays plus ou moins normal. Alors, professeur, comment se fait-il qu'avec des hommes comme vous, il n'y a pas que vous, il y en a d'autres comme vous, on puisse nous retrouver avec un pays qui n'est pas dirigé, à tout le moins lorsqu'on essaye de placer au pouvoir, les puissances tutrices essayent de placer au pouvoir quelqu'un, n'est-ce pas? C'est toujours ce style-là à la Ariel Henry et à Michel Martelly qu'on trouve. Est-ce que c'est un problème qui nous indique qu'il y a déficit dans la population d'hommes réels et valables? Ou est-ce que c'est pour nous avilir davantage qu'on va fouiller et qu'on va prendre ces gens-là? N'oubliez pas, Haïti est un pays dominé. Et les puissances qui dominent choisissent ceux qui leur permettent de préserver leur domination, ceux qui leur permettent de mieux exploiter ce pays. Et ces gens-là ont des comportements de petits courtiers. Dès que vous leur permettez de réaliser quelques millions, maintenant, ces grandes puissances sont libres de piller, de faire ce qu'ils veulent ici. Et maintenant, ceux et celles qui voulaient avoir un comportement d'hommes et de femmes à colonne vertébrale, ces gens-là sont systématiquement combattus et emprisonnés, exilés. C'est toute notre histoire. C'est toute notre histoire depuis toujours. Donc, et c'est pas seulement l'histoire d'Haïti, c'est l'histoire de tous les peuples qui essaient de sortir de ce qu'on appelle ces relations de dépendance, de ces relations de domination. Mais vous savez, un combat, il faut être décidé à le mener. On ne livre pas un combat à demi. C'est comme disait Saint-Just, ceux qui font les révolutions à demi causent leur propre tombe. Si vous n'êtes pas décidé à livrer un combat, restez chez vous. Mm-hmm. Ne vous mêlez pas de cela ou bien parce qu'il vous manque du courage, ou bien parce que vous ne croyez pas en vous-même en tant qu'homme, en tant que femme, ou bien parce que vous ne croyez pas dans le destin que votre pays est digne d'avoir. Un combat demande à mettre sa vie sur la table. Tous ceux qui ont fait l'histoire, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont décidé de mettre leur vie sur la table. Et cela, on ne peut pas le demander à tout le monde.
On ne demande pas cela. Ce sont ceux et celles qui sont décidés à le faire qui le font, qui prennent la décision. Ce ne sont pas des choses que l'on demande. Je peux simplement le dire comme je le dis maintenant, mais est-ce que je peux décider pour M. X ou Mme Y ou Mademoiselle Z qu'elles mettent ou qu'ils mettent leur vie sur la table? Non, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas ce droit d'ailleurs. Mais nous, dans la diaspora, professeur, on regarde ça à distance, mais nous subissons, comme vous l'avez dit aussi, les méfaits de cette situation-là. Comment on peut, selon vous, nous impliquer, parce qu'il y en a qui vivent, qui sont sortis d'Haïti, mais Haïti reste toujours en eux. Comment s'impliquer dans Bois-Calais et apporter cette aide positive? Bon, il faut voir les choses plus larges, plus grandes que Bois-Calais. Bois-Calais n'est qu'une manifestation conjoncturelle. Une étape. Disons, voilà, bon. Disons comment vous intégrer dans ce grand combat. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de dire au gouvernement de ces pays où vous vivez, arrêtez d'entretenir et d'implanter des gangs en Haïti. Arrêtez ce flot d'armes que vous déversez sur Haïti. Ouais. Arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez d'installer des corrompus, des incapables, des criminels à la tête de nos États. Et surtout, ne pensez pas que nous sommes tous des imbéciles. Ne pensez pas que nous allons tout le temps accepter ce que vous faites. Parce que, comme disait l'autre, le roi est nu. Oui. Tout le monde voit qui Oui. entretient, qui installe cette violence. Et pourquoi? Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Michel Soukar, historien, écrivain et journaliste, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, professeur. C'est à moi de vous remercier. Je serai toujours à votre disposition. Et je profite de l'occasion pour saluer chaleureusement l'auditoire montréalais. Cela fait un bon moment depuis que je n'ai pas l'occasion de venir au Canada. J'espère que j'aurai l'opportunité dans les temps qui viennent. Je vous souhaite bon succès dans votre travail. Merci. Au revoir.